Un millionnaire a payé les courses d'une mère sans abri, sans hésiter. Le lendemain, il l'a vue à nouveau. Mais cette fois, il a été choqué. La femme qui semblait impuissante cachait un secret incroyable. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La nuit était particulièrement froide à Paris lorsque François Lazare décida de s'arrêter à la petite épicerie du Père Martin, dans le quartier de Montmartre. Il était rare de voir un homme comme lui, vêtu d'un costume italien sur mesure, fréquenter des établissements aussi modestes, mais quelque chose dans cet endroit l'attirait. Peut-être était-ce la simplicité de l'ambiance, si différente, des restaurants sophistiqués qu'il avait l'habitude de fréquenter, ou peut-être était-ce simplement le désir d'échapper, ne serait-ce que pour quelques minutes, au poids qu'il portait en tant qu'héritier de l'Empire Lazare. Tandis qu'il se promenait entre les rayons, observant des produits qu'il n'achèterait jamais dans des circonstances normales, ses yeux furent attirés par une scène qui tranchait avec la normalité du lieu. Une jeune femme qui ne devait pas avoir plus de 30 ans tenait la main d'une petite fille. Ses cheveux châtains étaient ébouriffés et ses vêtements, bien que propres, montrèrent des signes évidents d'usure prolongée. « Maman, il fait très froid », murmura la fillette, serrant contre sa poitrine une couverture fine et usée. « Je sais, mon amour. Voyons ce que nous pouvons acheter, » répondit la femme, vérifiant quelques pièces dans sa paume avec une expression d'inquiétude évidente. François ne pouvait détacher son regard. Il y avait quelque chose dans la dignité de cette femme, même dans une situation si précaire qui l'intriguait. Elle examinait les prix des couvertures exposées avec un mélange d'espoir et de résignation dans le regard, comme si elle savait déjà qu'elle ne pourrait en acheter aucune. « Sophie, nous allons devoir choisir entre la nouvelle couverture et le pain, » expliqua-t-elle doucement à sa fille, qui acquiesça avec une maturité impressionnante pour son âge. C'est à ce moment que François ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Une impulsion sincère d'aider quelqu'un, non pas pour la satisfaction de sa conscience ou pour le maintien d'une image publique, mais par un besoin viscéral de faire quelque chose de significatif. Il s'approcha discrètement de la caisse et, d'un geste, indiqua au père Martin qu'il paierait les achats de cette famille. Le commerçant, habitué à la clientèle du quartier chic, parut surpris par le geste de l'homme d'affaires qui fréquentait occasionnellement sa boutique. Quand la femme s'approcha de la caisse avec une baguette et renonçant à la couverture, le père Martin sourit gentiment. « Madame Amélie, vous pouvez prendre la couverture aussi, elle est déjà payée. » La femme fronça les sourcils, confuse. « Comment ça? Je n'ai pas. »« C'est ce monsieur là-bas, » expliqua le père Martin, montrant François qui tentait discrètement de se diriger vers la sortie. Amélie, tenant fermement la main de la petite Sophie, s'approcha de lui d'un pas décidé. Il y avait quelque chose dans son regard qui mêlait gratitude et un autre sentiment que François ne put identifier. De la fierté, peut-être? « Monsieur, je vous remercie pour votre gentillesse, mais... » « S'il vous plaît, » l'interrompit doucement François, « ne me remerciez pas. N'importe qui aurait fait de même. » Un sourire triste se forma sur les lèvres d'Amélie. « Non, monsieur Lazare, tout le monde n'aurait pas fait ça. » L'utilisation de son nom de famille le prit par surprise. Comment le connaissait-elle avant? Qu'il puisse poser la question, Amélie s'était déjà retournée, conduisant sa fille hors de l'épicerie, la nouvelle couverture fermement enveloppée dans les petits bras de Sophie. François resta là, observant à travers la vitrine tandis que la mère et sa fille disparaissaient dans la nuit froide de Paris. Quelque chose dans cette rencontre le troublait, comme si une pièce importante d'un puzzle avait été placée devant lui, mais qu'il ne parvenait pas encore à voir l'image complète. Le père Martin, qui observait la scène en silence, commenta. « Ce sont d'anciennes clientes, de bonnes personnes qui traversent des moments difficiles. Depuis combien de temps les connaissez-vous ? » « Quelques mois. Elles viennent toujours le soir, achètent le strict nécessaire. La petite tousse parfois beaucoup. On dit qu'elles ont tout perdu, mais Madame Amélie n'est jamais entrée dans les détails. » François acquiesça, pensif. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit au commerçant. « Si elles reviennent, s'il vous plaît, prévenez-moi. » Tandis qu'il conduisait sa Mercedes vers son appartement de luxe à Neuilly-sur-Seine, François ne pouvait chasser de son esprit le regard d'Amélie. Il y avait quelque chose de familier dans cette expression, quelque chose qui le dérangeait profondément. Et pourquoi connaissait-elle son nom de famille? Que savait-elle d'autre à son sujet? Il était loin de se douter que ce simple acte
De monter dans l'épicerie ne serait que le début d'une histoire qui changerait à jamais sa vie et sa vision de l'Empire que son père avait construit. Le jour se levait avec une bruine typique de Paris et François était déjà dans son bureau sur les Champs-Élysées lorsque sa secrétaire, Hélène, annonça par l'interphone « Monsieur Lazare, il y a une dame qui insiste pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est urgent. » François soupira, ajustant sa cravate tout en observant la ville grise à travers les fenêtres qui allèrent du sol au plafond. « Qui est-ce ?»« Amélie Duval, monsieur. » Le nom le fit se redresser sur sa chaise. La femme de l'épicerie. Comment avait-elle réussi à arriver jusqu'ici? L'immeuble avait une sécurité rigoureuse et son entreprise occupait 5 étages entiers de l'édifice. « Faites-la entrer, Hélène. » Quand la porte s'ouvrit, François reconnut à peine Amélie. À la lumière du jour, sans la petite Sophie, à ses côtés, elle semblait encore plus déterminée. Ses yeux qui la veille montrèrent de la gratitude portèrent maintenant un mélange de colère et de résolution. « Monsieur Lazare, » commença-t-elle, sa voix ferme malgré la tension évidente. Dans ses épaules, « Je suis venu ici car nous devons parler de quelque chose de très sérieux. » François indiqua la chaise en face de lui, mais Amélie resta debout. « Hier soir, vous avez dû vous sentir très bien en aidant une pauvre mère sans abri et sa fille. Ça a dû être réconfortant pour votre conscience, n'est-ce pas? » L'acidité. Dans sa voix, le prit au dépourvu. « Madame Duval, je... » « Non, laissez-moi finir, » l'interrompit-elle, posant sur son bureau un dossier usé. « Savez-vous pourquoi ma fille et moi sommes dans la rue? Pourquoi nous devons compter les centimes pour acheter du pain? Pourquoi Sophie est malade ?» François regarda le dossier, un sentiment d'appréhension grandissant dans sa poitrine. Il y a exactement 1 an, j'étais professeur de littérature dans une école privée. J'avais un appartement modeste mais confortable, à Belleville. Sophie fréquentait une bonne école, avait ses jouets, ses livres. Nous avions une vie digne, monsieur Lazare. Elle ouvrit le dossier et commença à étaler des documents sur le bureau, contrat, notification, photo, jusqu'au jour où j'ai reçu une notification d'expulsion. L'immeuble où j'habitais avait été acheté par une entreprise et tous les habitants devaient partir sous 30 jours. Aucune négociation possible, pas de délai suffisant pour trouver un autre endroit. François commença à examiner les documents, son cœur s'accélérant en reconnaissant le timbre de Lazare Développement sur plusieurs d'entre eux. J'ai essayé de lutter juridiquement. J'ai cherché mes droits. Mais à chaque tentative, je trouvais des portes fermées. Des avocats qui refusaient de prendre l'affaire, des délais impossibles à respecter, des valeurs d'indemnisation qui couvraient à peine 1 mois de loyer. Elle s'arrêta, respirant profondément pour contenir l'émotion qui menaçait de briser sa composition. « Savez-vous ce que c'est que de voir votre fille de 6 ans devoir abandonner tous ses jouets? Savez-vous ce que c'est que d'expliquer à une enfant qu'elle ne pourra plus aller à l'école parce que vous n'avez plus d'adresse fixe? » François sentait son monde commencer à tourner. Ces documents, cette signature, c'était celle de son père. Mais comment? Son père était décédé il y a moins d'1 an, le laissant à la tête des affaires. Madame Duval, je ne savais rien de tout cela. Ce projet a été mené avant que je ne prenne la présidence de l'entreprise. Ah, bien sûr, rit-elle sans humour, l'héritier qui ne savait rien. Pratique, non? Pendant ce temps, des dizaines de familles ont été expulsées, des vies ont été détruites. Et tout ça pourquoi? Pour construire un énième complexe de luxe qui restera à moitié vide? À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et Simon Allier, l'associé majoritaire de l'entreprise, entra avec son expression habituelle contrôlée. « François, excuse l'interruption, mais... Oh, je vois que nous avons une visite inattendue. » Le regard que Simon lança à Amélie était un mélange de reconnaissance et quelque chose de plus de l'inquiétude. « Madame Duval, je crois que nous avons déjà discuté de ce sujet auparavant. L'entreprise a suivi toutes les procédures légales dans le cas de la résidence Saint-Georges. » Amélie se tourna vers Simon, ses yeux étincelants. « Légal? Vous appelez cela légal d'expulser des familles au milieu de la nuit? De les empêcher de récupérer leurs affaires? D'embaucher des agents de sécurité pour intimider les résidents ?» François observait l'échange entre les deux, une sensation croissante de malaise s'emparant de lui. Comment ne savait-il rien de tout cela? Comment son père avait-il pu... « Monsieur Lazare,
Amélie reporta son attention sur lui. « Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour demander l'aumône ou vous remercier pour votre charité d'hier. Je suis venu parce que vous devez savoir quel genre d'empire vous avez hérité, et parce que Sophie, elle va de mal en pis chaque jour. » Sa voix faiblit sur la dernière phrase, et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, François vit de la vulnérabilité dans ses yeux. « S'il vous plaît, Madame Duval, » intervint Simon, « laissez-moi vous raccompagner jusqu'à la sortie. Je suis sûr que nous pouvons résoudre cela d'une manière plus appropriée. » Mais François se leva, son esprit traitant déjà toutes les implications de ce qu'il venait de découvrir. « Non, Simon, Madame Duval reste, nous devons parler davantage de cela. » Simon Hallier resta debout, son expression normalement contrôlée, trahissant maintenant des signes d'inquiétude. Le bureau de la présidence, toujours si imposant avec sa vue panoramique sur la ville, semblait plus petit et plus étouffant à mesure que la tension augmentait entre les personnes présentes. « François, tu dois comprendre que des entreprises de notre envergure font souvent face à de la résistance dans les projets de revitalisation urbaine, » commença Simon, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Nous ne pouvons pas toujours plaire à tout le monde. »« De la résistance ?» interrompit Amélie, sa voix tremblant d'indignation. « C'est ainsi que vous appelez ça quand des gens perdent tout ce qu'ils ont construit au long d'une vie. » François se leva de sa chaise, marchant jusqu'à la fenêtre. La bruine s'était transformée en forte pluie, et les gouttes coulaient sur la vitre comme des larmes silencieuses. Ses pensées allaient vers son père, Auguste Lazare, un homme qui avait toujours prêché des valeurs familiales et éthiques dans les affaires. Comment concilier cette image avec les documents étalés sur sa table? « Madame Duval », il se tourna vers Amélie, « où est Sophie maintenant ?» La question sembla prendre la femme par surprise. Pendant un moment, sa posture combative vacilla. « Elle est avec une voisine du squat où nous dormons. Elle a passé la nuit avec une forte fièvre. »« Un squat ?» intervint Simon. « Je comprends votre situation, mais l'occupation illégale de propriété est un délit. »« Tais-toi, Simon !» L'explosion de François surprit tout le monde, y compris lui-même. « Une enfant est malade et tu t'inquiètes de propriété ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Simon, qui connaissait François depuis son adolescence, ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid de cette façon. « Je m'excuse, » continua François plus contrôlé. « Madame Duval, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je peux vous procurer un appartement, des soins médicaux pour Sophie. »« Non, » coupa Amélie, ses yeux brillant d'un mélange de fierté blessée et de méfiance. « Je ne suis pas venu ici demander des faveurs. Je suis venu exiger justice, pas seulement pour moi, mais pour toutes les familles que votre entreprise a détruites. » À ce moment, Hélène entra précipitamment dans le bureau, son visage pâle d'inquiétude. « Monsieur Lazare, pardonnez l'interruption, mais je viens de recevoir un appel du père Martin de l'épicerie. Il dit que la petite Sophie a eu une forte crise de toux et a été emmenée d'urgence au service d'urgence de l'hôpital Sainte-Anne. » Le sang quitta le visage d'Amélie. Sans dire un mot, elle prit son sac et courut vers la porte. François la suivit immédiatement, ignorant les protestations de Simon. « Laissez-moi vous y conduire, » insista-t-il, la rattrapant à l'ascenseur. « Ma voiture est au garage, nous y arriverons plus vite. » Pendant un moment, Amélie hésita. La peur pour sa fille luttait contre sa fierté et sa méfiance. Finalement, elle acquiesça. Durant le trajet jusqu'à l'hôpital, le silence dans la voiture était pesant. François conduisait concentré, tandis qu'Amélie gardait les yeux fixés sur la pluie à l'extérieur, ses mains serrant nerveusement la bandoulière de son sac. « Pourquoi votre associé semblait-il me reconnaître ?» demanda-t-elle soudainement. François fronça les sourcils. « Comment ça ?» La façon dont il m'a regardé, comme s'il savait exactement qui j'étais. Et cette histoire comme quoi nous aurions déjà discuté de cette affaire, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Une sensation inconfortable s'installa dans l'estomac de François. Simon avait pris en charge la gestion de plusieurs projets au cours des derniers mois de la vie d'Auguste, lorsque la santé du patriarche avait commencé à décliner. Que savait d'autre son associé qu'il ne lui disait pas? En arrivant à l'hôpital, ils trouvèrent Sophie en train d'être soignée aux urgences pédiatriques. La fillette avait une pneumonie, expliqua le médecin, aggravée par l'exposition. Au froid et à l'humidité. Elle devrait être hospitalisée. Mais je n'ai pas les moyens de payer, murmura Amélie, dévastée. Je m'en occupe,
s'avança François, sortant déjà son téléphone. « Non !» s'exclama Amélie, des larmes s'échappant enfin de ses yeux. « Vous ne comprenez pas, je ne veux pas de votre charité. Je veux retrouver ma vie. Je veux que ma fille ait un toit au-dessus de sa tête. Je veux pouvoir travailler et la nourrir avec dignité. » François observa cette femme forte laisser enfin tomber son armure, et quelque chose en lui se brisa également. « Donnez-moi une semaine, demanda-t-il doucement. Une semaine pour enquêter sur tout ce qui s'est passé, pour découvrir la vérité sur l'implication de mon père et de l'entreprise. Je ne vous demande pas de me faire confiance, juste donnez-moi ce temps. » Amélie le regarda longuement, tandis que les médecins emmenaient Sophie pour faire des examens. « Une semaine, finit-elle par accepter. Mais sachez que si vous mentez, si c'est juste un stratagème pour faire taire une victime de plus, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que j'expose toute la pourriture qui existe derrière le nom Lazare. » Ce qu'elle ne savait pas, et que François commençait à soupçonner, c'était que la pourriture pourrait être bien plus profonde que ce que l'un d'eux imaginait. Le lendemain matin, François arriva plus tôt que d'habitude au bureau. L'immeuble était encore pratiquement vide, à l'exception de quelques employés de nettoyage et des agents de sécurité du service de nuit. C'était exactement ce qu'il voulait, de l'intimité pour fouiller dans les archives anciennes de l'entreprise. La salle des archives se trouvait au sous-sol, un labyrinthe d'étagères métalliques organisées avec la précision caractéristique de son père. Auguste avait toujours été méthodique, documentant chaque décision, chaque affaire. « Un empire se construit avec du papier et de l'encre », disait-il souvent. François commença par les registres de la résidence Saint-Georges, le projet qui avait délogé Amélie et d'autres familles. Les documents officiels semblaient impeccables, toutes les licences en règle, les évaluations d'impact environnemental approuvées, les notifications dûment enregistrées, mais quelque chose ne collait pas. « Tu cherches quelque chose de spécifique ?» La voix de Simon le fit sursauter. L'associé était debout à la porte, une tasse de café à la main. « Comment savais-tu que je serais ici ?»« Tu es prévisible, François, comme ton père. Quand quelque chose te dérange, tu plonges tête baissée dans les investigations. » Simon s'approcha, examinant les documents éparpillés sur la table. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses doigts tapotèrent doucement sur la tasse, un tic nerveux que François connaissait bien. « Qu'est-ce exactement que tu ne me dis pas, Simon ?»« J'essaye de te protéger, de protéger l'héritage de ton père. »« Protéger ?» François rit sans humour. « Une enfant est à l'hôpital à cause de cet héritage. Combien d'autres familles ont été détruites au nom des affaires ?» Simon posa la tasse sur la table d'un mouvement calculé. « Ton père a construit un empire, François. Parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour le bien commun. Le bien commun, quel bien commun justifie de jeter des gens à la rue? Le progrès, répondit simplement Simon. Le développement urbain, la valorisation immobilière. Le marché n'a pas de place pour les sentimentalismes. » François observa cet homme qu'il connaissait depuis si longtemps, se rendant compte que peut-être il ne l'avait jamais vraiment connu. « Tu savais pour Amélie depuis le début, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu étais nerveux quand elle est apparue hier. » Un sourire énigmatique se forma sur les lèvres de Simon. « Ton père me faisait confiance pour résoudre les situations délicates. Toutes les décisions n'avaient pas besoin de passer par lui. Qu'as-tu fait? Le nécessaire, toujours le nécessaire. » À ce moment, le téléphone de François vibra. C'était un message d'Hélène. « J'ai trouvé quelque chose dans les archives numériques. Je dois vous le montrer de toute urgence. »« Seul ?»« Excuse-moi. » François se leva ramassant quelques documents. « J'ai une réunion. » François appela Simon alors qu'il était déjà à la porte. Réfléchis bien avant de remuer certaines blessures. Certaines vérités sont mieux laissées dans le passé. Dans le bureau d'Hélène, François trouva sa secrétaire visiblement agitée. Elle avait travaillé avec Auguste pendant plus de 2 décennies, étant l'une des rares personnes qui connaissaient les coulisses de l'entreprise aussi bien que Simon. « Qu'avez-vous découvert ?» Hélène regarda nerveusement vers la porte avant de parler. « Votre père, il gardait une archive séparée, numérique, protégée par mot de passe. J'ai réussi à y accéder hier soir. » Elle tourna l'écran de l'ordinateur. À l'écran, un dossier intitulé « Contingence » montrait des dizaines de sous-dossiers avec les noms de différents projets. La résidence Saint-Georges n'était pas un cas isolé, expliqua Hélène, sa voix tremblant légèrement. Il y avait un modèle.
Ils achetaient des immeubles occupés, généralement par l'intermédiaire de sociétés écrans. Ensuite, ils faisaient pression sur les habitants pour qu'ils partent. Quand il y avait de la résistance, continuez, insista François, même s'il redoutait ce qui allait suivre. Simon coordonnait des équipes de pression. Il coupait l'eau, l'électricité, intimidait les résidents. Il y a des registres de paiement à des fonctionnaires pour accélérer les procédures d'expulsion. Tout est documenté avec date, montant. François sentit son estomac se retourner. Pourquoi mon père garderait-il des preuves d'action illégale? Une garantie, répondit Hélène. Votre père ne faisait pas totalement confiance à Simon. Il gardait ses registres comme une forme de contrôle. Un nouveau fichier attira l'attention de François. C'était une vieille photo d'il y a 7 ou 8 ans. Elle montrait Simon aux côtés d'un groupe d'hommes devant un immeuble qui semblait familier. « Attends, murmura-t-il, rapprochant l'image. Cet immeuble, c'est là où Amélie habitait. »« Oui, confirma Hélène. Le projet a commencé bien, avant l'expulsion. Il planifiait cela depuis des années. » François se laissa tomber sur une chaise, son esprit traitant toutes les implications. Son père, l'homme qu'il admirait tant, avait construit un empire sur la souffrance de personnes odd, innocentes. Et Simon était bien plus qu'un simple exécutant. « Hélène, j'ai besoin que vous fassiez des copies de tout cela, et ne mentionnez cette découverte à personne. À personne. » Tandis qu'il retournait à son bureau, François sentait le poids de chaque révélation sur ses épaules. La vérité émergeait page après page, et elle était bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais maintenant qu'il avait commencé à tirer ce fil, il n'y avait plus de retour possible. Pour Sophie, pour Amélie et pour toutes les autres familles qui avaient été lésées, il irait jusqu'au bout. La chambre d'hôpital où Sophie était hospitalisée était simple, mais accueillante. À travers la fenêtre, le soleil de l'après-midi jetait une lumière dorée sur la fillette qui dormait paisiblement. Sa respiration maintenant plus régulière, grâce aux médicaments. Amélie, assise à côté du lit, caressait doucement les cheveux de sa fille, quand François frappa légèrement à la porte. « Je peux entrer ?» demanda-t-il à voix basse, portant un dossier et un sac avec quelques livres pour enfants. Amélie hésita un moment, mais acquiesça. Ces 3 derniers jours, depuis l'hospitalisation de Sophie, elle avait observé comment François s'était efforcé de garantir le meilleur traitement possible pour sa fille, toujours en respectant son espace et sans jamais mentionner le coût des dépenses hospitalières. « Comment va-t-elle ?»« Mieux. Le médecin dit que la fièvre a complètement cédé et que l'infection répond bien aux antibiotiques. » François posa les livres sur la petite table à côté du lit. « J'ai apporté quelques histoires. J'ai pensé qu'elle pourrait les apprécier quand elle se réveillera. » Un petit sourire apparut sur le visage fatigué d'Amélie en voyant les titres. La petite sirène, c'était son préféré. Nous avions l'habitude de le lire tous les soirs avant d'eux. Sa voix faiblit, et elle détourna son regard vers la fenêtre, essayant de contenir les larmes qui menaçaient de couler. Madame Duval. « Amélie, commença François, s'asseyant sur l'autre chaise disponible, je dois vous montrer quelque chose. » Il ouvrit le dossier qu'il avait apporté, révélant une série de documents. « Ces derniers jours, j'ai enquêté non seulement sur votre cas, mais sur tous les projets similaires réalisés par Lazare Développement ces dernières années. » Amélie se redressa sur sa chaise, son attention entièrement tournée vers lui. « Ce que j'ai découvert est bien pire que ce que j'imaginais. Il y avait un système organisé d'expropriation irrégulière, de pots de vin, d'intimidation, tout documenté, tout archivé, comme si c'était juste une partie normale des affaires. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que vous méritez de connaître la vérité, et parce que j'ai besoin de votre aide. » Amélie fronça les sourcils, confuse. « Mon aide? Pourquoi faire? Je veux faire ce qui est juste. Pas seulement pour vous et Sophie, mais pour toutes les familles qui ont été lésées. Je veux restituer les propriétés, offrir des compensations justes, reconstruire ce qui a été détruit. Et votre associé, il ne me semble pas être le genre de personne qui accepterait cela tranquillement. » François sourit amèrement. « Simon fait partie du problème. En fait, il est plus responsable de tout cela que mon propre père. Mais pour l'affronter, j'ai besoin de preuves concrètes, de témoignages, de documentation. » À ce moment, Sophie bougea dans le lit, ses yeux s'ouvrant lentement. En voyant François, elle sourit timidement.
Bonjour, monsieur Couverture, murmura-t-elle somnolente, faisant sourire les deux adultes par l'innocence du surnom. Bonjour, petite, répondit François doucement. J'ai apporté quelques livres pour toi. Les yeux de la fillette brillèrent en voyant la couverture colorée de la petite sirène. Maman, tu peux me lire? Bien sûr, mon amour. Amélie prit le livre, mais avant de commencer la lecture, elle se tourna vers François. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Un partenariat. Vous connaissez d'autres familles affectées. Vous avez des contacts dans la communauté. Avec votre aide, je peux rassembler plus de témoignages, plus de preuves. En échange, je garantis que vous et Sophie aurez un endroit sûr où rester et que toutes les familles recevront une compensation adéquate. Et si ça ne marche pas, si votre associé est plus fort, a plus d'influence, alors au moins nous aurons essayé. Et indépendamment du résultat, vous et Sophie serez protégés. Vous avez ma parole. Amélie regarda sa fille, qui feuilletait déjà anxieusement le livre, puis les documents que François avait apportés. Des années de lutte, d'humiliation, de portes fermées. Et maintenant, ironiquement, sa chance d'obtenir justice venait justement d'un hasard. « Monsieur Couverture », appela Sophie, tendant le livre à François, « vous voulez aussi entendre l'histoire ?» Ce fut ce geste innocent, cette confiance pure, d'enfant, qui fit finalement fondre les dernières barrières d'Amélie. « D'accord, dit-elle, regardant François dans les yeux. « Je vais vous aider, mais à une condition, pas de demi-vérité. Je veux savoir tout ce que vous découvrirez, aussi terrible que ce soit. » « C'est entendu, acquiesça François, prenant le livre des mains de Sophie. « Et maintenant, si on faisait connaissance avec cette sirène ?» Tandis qu'il commençait à lire, sa voix douce remplissant la chambre de magie et d'aventure, aucun des adultes ne remarqua la silhouette qui passait dans le couloir, observant la scène à travers la porte entr'ouverte. Simon Hallier ajusta ses lunettes, un sourire froid se formant sur ses lèvres, tandis qu'il tapait un message sur son téléphone portable. Il était temps de prendre des mesures plus drastiques. Le lendemain matin, Hélène arriva au bureau pour trouver son bureau, saccagé, les tiroirs ouverts et son ordinateur allumé, alors qu'elle était certaine de l'avoir éteint la veille. Les mains tremblantes, elle vérifia le dossier secret qu'elle avait créé avec les copies des documents compromettants. Comme elle le soupçonnait, tous les fichiers avaient été supprimés. Heureusement, elle n'était pas naïve. Des années de travail avec Auguste Lazare lui avaient appris à toujours avoir un plan B. Les véritables sauvegardes étaient en sécurité ailleurs. Mademoiselle Hélène, la voix de Simon résonna derrière elle, la faisant sursauter. Quel désordre ici! Je viens d'arriver. J'ai trouvé tout comme ça. Simon contourna le bureau lentement, comme un prédateur étudiant sa proie. Vous savez, j'ai toujours admiré votre loyauté envers Auguste, et maintenant, je vois que cette loyauté s'étend à son fils. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non. Il se pencha sur le bureau, son visage à quelques centimètres du sien. Je surveille les activités sur le serveur de l'entreprise. Je sais exactement quel fichier vous avez consulté ces derniers jours. Hélène maintint un regard ferme, des années d'expérience lui donnant la force de ne pas montrer sa peur. Je suis la secrétaire exécutive de la présidence. J'ai l'autorisation d'accéder à tous les fichiers. Bien sûr, sourit Simon se redressant. J'ai juste trouvé curieux que vous ayez un intérêt particulier justement pour les registres qu'Auguste gardait sur moi. Avant qu'Hélène puisse répondre, François fit irruption dans le bureau, s'arrêtant brusquement en voyant la scène. Que s'est-il passé ici? Apparemment, nous avons eu un petit incident pendant la nuit, répondit Simon avec désinvolture. Peut-être qu'un employé de nettoyage a été négligent. Le personnel de nettoyage n'a pas accès au système, rétorqua François, son regard alternant entre Hélène et Simon. Hélène, vous allez bien? Oui, monsieur Lazare. Juste un peu, surprise par le désordre. Bien, puisque tout est éclairci, Simon ajusta sa cravate, nous avons une réunion avec les investisseurs dans une demi-heure. Nous ne devrions pas être en retard. Dès que Simon sortit, François ferma la porte et s'approcha d'Hélène. Les fichiers, supprimés, chuchota-t-elle. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des copies en lieu sûr. François acquiesça, soulagé. Soyez prudente, Simon joue dur. Monsieur Lazare, appela Hélène alors qu'il se dirigeait déjà vers la porte. Il y a autre chose. J'ai reçu un appel anonyme ce matin. Quelqu'un voulant parler d'autres projets de l'entreprise,
des cas similaires à celui de Madame Duval. Avez-vous obtenu des informations? Juste une adresse. Un squat dans l'est de Paris. La personne a dit qu'il y a d'autres familles qui veulent témoigner. Pendant ce temps, à l'hôpital, Amélie recevait une visite inattendue. Une assistante sociale, accompagnée de 2 agents de sécurité, l'informait qu'il y avait une plainte pour négligence envers un enfant. « Comment ça, négligence ?» protesta Amélie, son cœur s'emballant. « Ma fille reçoit le meilleur traitement possible. » Madame Duval, l'assistante sociale, consulta son bloc-notes. « Il apparaît que vous n'avez pas de résidence fixe, pas d'emploi formel, ni les moyens de couvrir les frais médicaux de votre fille. C'est exact? » « Oui, mais... » « Et que votre fille a été exposée à des conditions insalubres qui ont aggravé son état de santé. » « Pas par choix. Nous avons été expulsés injustement. » « Je suis désolé, mais vu les circonstances, nous devons évaluer si la mineure est dans un environnement adéquat. » À ce moment, le médecin qui s'occupait de Sophie entra dans la chambre, surpris par l'agitation. « Que se passe-t-il ici? »« Docteur, » l'assistante sociale s'adressa à lui. « Nous avons besoin d'un rapport détaillé sur l'état de la patiente et les conditions qui ont conduit à son hospitalisation. »« J'ai déjà préparé ce rapport, » répondit sèchement le médecin, « à la demande de Monsieur Lazare, qui prend en charge tout le traitement et a garanti un soutien intégral à la famille. » La mention du nom Lazare fit hésiter l'assistante sociale. Elle consulta rapidement son téléphone, comme si elle attendait de nouvelles instructions. « Bien, tout sauta-t-elle. Nous reviendrons à un autre moment pour une évaluation plus complète. » Dès qu'elles furent seules, Amélie appela François, ses mains tremblant, en tenant le téléphone portable qu'il lui avait donné pour les urgences. « Ils ont essayé d'emmener ma fille, » dit-elle dès qu'il décrocha, sa voix brisée. « Simon, ça doit être lui. Il essaie de faire pression sur moi à travers Sophie. »« J'arrive tout de suite, » répondit François, prenant déjà ses clés. « Ne laissez personne entrer dans la chambre jusqu'à mon arrivée. » Tout en conduisant vers l'hôpital, son esprit travaillait furieusement. Simon escaladait le conflit, utilisant des tactiques de plus en plus agressives. Il était temps de contre-attaquer. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il avait obtenu grâce aux archives de son père. « Allô, parquet de Paris, je m'appelle François Lazare et je voudrais dénoncer des irrégularités dans des processus d'expropriation. » Le squat dans l'est de Paris était un ancien entrepôt industriel adapté pour abriter des dizaines de familles. François n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit, et la réalité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Des enfants jouaient entre des cloisons improvisées en bois et en bâche, tandis que des adultes s'organisaient dans une cuisine communautaire. Monsieur Lazare, une dame d'environ 60 ans s'approcha. « Je suis Madame Monique, c'est moi qui ai appelé votre secrétaire. » François la suivit à travers un labyrinthe de couloirs étroits jusqu'à une zone plus isolée, où 5 autres personnes les attendaient. Leurs visages portaient la même expression qu'il avait vue chez Amélie, un mélange de méfiance et d'espoir contenu. « Voici Monsieur Jacques. » Madame Monique présenta un homme aux cheveux grisonnants. Il habitait dans le même immeuble qu'Amélie. « Vous connaissiez sa famille ?»« Je connaissais tout le monde, » répondit Jacques, sa voix rauque d'émotion. « Nous étions une communauté unie. J'avais une épicerie au rez-de-chaussée de l'immeuble. J'y étais depuis 30 ans, jusqu'à ce que votre père et ce Simon apparaissent. » Une femme plus jeune qui se présenta comme Rachel compléta. « Ça a commencé par de petites choses, des problèmes avec l'électricité, des infiltrations que personne ne venait réparer. Puis sont venues les menaces voilées. » « Quel genre de menaces ?»« Des hommes étranges rôdant autour de l'immeuble, » expliqua un autre résident. « Des accidents mystérieux pour ceux qui résistaient à l'expulsion. Ma voiture a eu les pneus crevés 3 fois dans la même semaine. » François écoutait chaque récit, sentant son estomac se retourner. Ce n'étaient plus seulement des documents, froids maintenant, c'étaient des histoires réelles, des vies détruites par l'avidité. « Pourquoi avez-vous décidé de parler maintenant ?» Madame Monique sourit tristement. « Amélie a toujours été la plus courageuse parmi nous. Quand nous avons su qu'elle avait réussi à vous atteindre, que vous l'écoutiez vraiment, eh bien, c'est peut-être notre chance de faire justice. »« J'ai des preuves, » Monsieur Jacques interrompit, sortant une enveloppe jaunie de sa poche. « J'ai gardé chaque notification irrégulière, chaque menace écrite, même des photos des hommes que Simon envoyait. » Tandis qu'il examinait les documents, François reçut un message d'Hélène. « Urgent, Simon a convoqué une réunion extraordinaire du conseil pour demain. »
Nous devons agir vite, dit-il, rangeant son téléphone. Simon est en train de manœuvrer et un brouhaha venant de l'entrée du squat l'interrompit. Des cris et des mouvements de panique commencèrent à se répandre dans l'entrepôt. « Huissier de justice !» cria quelqu'un, avec un ordre d'expulsion. Le chaos s'installa. Des familles couraient pour rassembler leurs affaires. Des enfants pleuraient. Des personnes âgées essayèrent de comprendre ce qui se passait. « Ce n'est pas possible », murmura Madame Monique, pâle. « Nous avions un accord avec le propriétaire. Encore 3 mois de délai. » Simon. François serra les poings. Il a dû découvrir notre réunion. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Amélie. François. Sa voix était chargée d'inquiétude. « Je viens de recevoir un appel anonyme. Simon va venir à l'hôpital. Il dit qu'il a des documents prouvant que je suis inapte à m'occuper de Sophie. »« Ne laissez entrer personne dans la chambre, » ordonna-t-il, courant déjà vers la sortie. « J'envoie mon avocat là-bas immédiatement. » Se tournant vers le groupe, François parla rapidement. « Je vais résoudre cela. Faites-moi confiance. Madame Monique, je laisse mon chauffeur ici avec une voiture. Si la situation empire, il vous emmènera dans un lieu sûr. » Tandis qu'il conduisait à toute vitesse vers l'hôpital, son esprit travaillait frénétiquement. Simon attaquait sur tous les fronts, essayant de détruire chaque preuve, chaque témoin. C'était une course contre la montre. Son téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro inconnu. « Monsieur Lazare ?» Une voix masculine, hésitante. « C'est Robert du département juridique de l'entreprise. Je sais des choses sur Monsieur Allier. Des choses qu'il a faites avant même que votre père ne tombe malade. Vous pouvez le prouver ? Je peux. Et il y a plus. Ce n'était pas seulement votre entreprise. Il a un système bien plus vaste, impliquant d'autres promoteurs immobiliers, des politiciens. Le cœur de François s'accéléra. C'était la pièce manquante, la preuve que Simon n'était pas seulement un exécutant, mais l'architecte de tout le système. « Retrouvez-moi au café du coin de l'hôpital, » ordonna-t-il. « Dans 20 minutes. » Mais Robert n'arriverait jamais au rendez-vous. Sur le chemin, sa voiture serait bloquée par un SUV noir, et 2 hommes le convaincraient de faire un voyage inattendu vers la côte. Simon observait tout depuis son bureau, un sourire satisfait aux lèvres tout en savourant son whisky importé. Des années à construire son empire dans l'ombre du nom Lazare, et maintenant un garçon idéaliste menaçait de tout détruire. Eh bien, il était temps de montrer à François que certaines leçons ne s'apprennent que de la manière la plus difficile. Lorsque François arriva à l'hôpital, il trouva le couloir de la chambre de Sophie bloqué par 2 gardes du corps imposants. À travers la porte entr'ouverte, il pouvait entendre la voix autoritaire de Simon et les protestations d'Amélie. « Excusez-moi », essaya-t-il de passer, mais les gardes ne bougèrent pas. « Désolé, monsieur Lazare », dit l'un d'eux. « Ordre de monsieur Allier. » François sentit son sang bouillir. « C'est mon entreprise et vous travaillez pour moi. » En fait, Simon apparut à la porte, ajustant ses lunettes avec un sourire froid. Il travaille pour la société de sécurité engagée par le Conseil. Et selon la notification que vous devriez recevoir bientôt, le Conseil a décidé de votre mise à l'écart temporaire de la présidence. Quoi ? Une mesure préventive, continua Simon, sa voix distillant une fausse préoccupation. Des questions ont été soulevées concernant votre stabilité émotionnelle pour diriger l'entreprise en ce moment. Dans la chambre, Sophie pleurait doucement, tandis qu'Amélie la serrait protectivement. Une assistante sociale différente de la précédente prenait des notes sur son bloc, observant la scène d'un regard clinique. « C'est absurde, » avança François, mais les gardes le retinrent. « Vous ne pouvez pas... »« Je le peux déjà, » l'interrompit Simon. « Et je dois vous informer que mademoiselle Duval fait l'objet d'une enquête pour possible extorsion. Après tout, quelle mère responsable exposerait sa fille malade à des conditions précaires uniquement pour faire pression sur un homme d'affaires ? »« Espèce de monstre !» cria Amélie, des larmes de colère coulant sur son visage. « Vous savez très bien pourquoi nous étions dans la rue. »« Vraiment ?» Simon haussa un sourcil. « J'ai ici des documents montrant que vous avez refusé diverses offres d'aide, préférant maintenir votre fille en situation de risque. Cela peut être interprété comme de la négligence, vous savez. » À ce moment, Hélène arriva en courant, dans le couloir portant un dossier. « Monsieur Lazare, les documents, la sauvegarde. » Simon fit un geste et un 3e garde, que personne n'avait remarqué, bloqua le chemin d'Hélène. « Ah oui,
sourit Simon. J'imagine que vous faites référence à ces documents. Il sortit une clé USB de sa veste, surprenant comme certaines informations ont tendance à disparaître, n'est-ce pas? Le visage d'Hélène pâlit. Comment avez-vous? Des années d'expérience, ma chère. J'ai appris avec Auguste que l'information, c'est le pouvoir. Et j'ai appris seul que celui qui contrôle l'information contrôle tout. Pas toute l'information, une nouvelle voix résonna dans le couloir. Tous se retournèrent pour voir le père Martin, le propriétaire de l'épicerie, accompagné par madame Monique et une dizaine d'anciens habitants des immeubles expulsés. Qu'est-ce? Et que c'est? Simon fronça les sourcils. Ceci, répondit calmement le père Martin, c'est ce qui arrive quand vous sous-estimez les gens. Vous pensez être le seul à savoir garder des preuves. Madame Monique s'avança, portant une vieille boîte à chaussures. Chaque habitant que vous avez expulsé, chaque famille que vous avez détruite, nous avons tout gardé. Reçus, photos, enregistrements. Même cette réunion où vous avez personnellement menacé de mettre le feu à l'immeuble si nous ne partions, pas sous 24 heures. Le sourire de Simon vacilla pour la première fois. Vous n'avez pas de preuves. Non, Monsieur Jacques s'approcha, tenant un vieux téléphone portable. La technologie est intéressante, n'est-ce pas? Même un vieux téléphone peut enregistrer des conversations compromettantes. Et vous savez quoi d'autre? Ajouta Hélène, une lueur de triomphe dans les yeux. Cette clé USB que vous avez volée, elle est fausse. Auguste m'a bien formé. Toujours avoir un plan C. François observait la scène avec un mélange d'admiration et de soulagement. Des gens ordinaires, que Simon considérait comme insignifiants, s'étaient unis silencieusement, gardant chaque preuve de ses crimes au fil des ans. C'est fini. Simon, dit-il, réussissant enfin à passer les gardes, qui semblaient maintenant incertains du côté qu'ils devaient défendre. Le conseil sera ravi d'apprendre que vous manipuliez non seulement les résidents, mais Auguste lui-même. Vous ne comprenez pas, siffla Simon, son vernis de sophistication commençant à se fissurer. Tout ce que j'ai fait était pour le bien de l'entreprise. Votre père était faible, il avait trop de scrupules. J'ai construit cet empire. Non, intervint Amélie, serrant toujours Sophie. Vous avez détruit des vies pour construire des immeubles vides. Ce n'est pas un empire. C'est une prison de béton érigée sur des larmes. À ce moment, d'autres personnes arrivèrent dans le couloir. Des journalistes, alertés anonymement sur la confusion à l'hôpital. Des policiers, appelés par Hélène, avant de monter. Des membres du conseil que le père Martin avait contactés grâce à d'anciennes connexions. L'étau se resserrait, et pour la première fois, Simon Allier, l'homme qui manipulait les ombres, se retrouvait exposé à la lumière de la vérité. Le bureau de la présidence, autrefois symbole de pouvoir, semblait maintenant étouffant pour François. Assis dans l'ancien fauteuil de son père, il observait la ville à travers les fenêtres, tandis que la tempête médiatique se déroulait dans les journaux. Les révélations sur les manigances de Simon avaient explosé comme une bombe sur le marché immobilier. « Monsieur Lazare », Hélène entra après avoir doucement frappé à la porte. « Les avocats sont ici avec les documents de l'accord. » Il acquiesça, indiquant de les laisser entrer. 3 hommes en costume entrèrent, portant des dossiers volumineux, le résultat d'une semaine intense de négociations. « Comment sont les chiffres finaux ?» demanda-t-il, se tournant vers la table. « Le fonds de compensation est établi à 500 millions, répondit l'avocat le plus âgé, suffisant pour garantir un logement et une indemnisation adéquate pour toutes les familles affectées ces 10 dernières années. Et la partie sociale ? Réintégration de tous les employés injustement licenciés, plus compensation rétroactive. » François signa les documents méthodiquement, chaque signature pesant comme du plomb sur sa conscience. C'était l'argent de l'entreprise, oui, mais c'était aussi son argent, la fortune que son père avait construite grâce au stratagème de Simon. « Une chose encore, » ajouta-t-il, alors que les avocats se levèrent déjà. « Je veux des documents, de transfert de propriété. L'immeuble où Madame Duval habitait, je le veux de retour. Mais monsieur, ce projet immobilier est presque terminé. La perte, peu importe, trancha François. Cet endroit n'aurait jamais dû quitter les mains des habitants originaux. » Après le départ des avocats, il prit son téléphone et composa le numéro qui lui était devenu familier. « Amélie, pouvons-nous parler ? C'est à propos de l'immeuble. » 1 heure plus tard, il se retrouvait à la cafétéria de l'hôpital. Sophie allait beaucoup mieux,
mais les médecins préféraient la garder en observation quelques jours de plus. La fillette avait maintenant une chambre remplie de dessins et de livres, cadeaux des anciens habitants devenus des visiteurs fréquents. « Vous voulez rendre l'immeuble ?» demanda Amélie, incrédule. « Pas seulement le rendre, je veux en faire un projet pilote, un logement social de qualité avec toute l'infrastructure nécessaire. Un modèle que nous pourrons reproduire ailleurs. » Pourquoi? La question le prit par surprise. Comment ça? Pourquoi faire cela? Vous payez déjà des indemnités. Vous avez déjà garanti que personne d'autre ne sera lésé. Pourquoi aller plus loin? François resta silencieux un moment, observant son café qui refroidissait. Quand j'étais enfant, commença-t-il, mon père disait toujours que notre famille avait une responsabilité envers la ville, que nous n'étions pas seulement des hommes d'affaires, mais des bâtisseurs d'avenir. Je le croyais. Je croyais que nous faisions la différence. Il fit une pause, sa voix s'étranglant légèrement. Maintenant, je sais qu'il a trahi ses propres idéaux. Il a laissé Simon transformer notre entreprise en un monstre qui dévorait les rêves des autres. Et moi, j'ai été complice par omission. Même sans le savoir, j'ai vécu une vie de luxe construite sur la souffrance de personnes comme vous. Vous ne saviez pas, argumenta doucement Amélie. Mais j'aurais dû savoir. J'aurais dû questionner, enquêter. Au lieu de cela, j'ai accepté l'héritage sans poser de questions. Une infirmière passa près d'eux, poussant un chariot de médicaments. De la chambre de Sophie, on pouvait entendre des rires. « Madame ». Monique était là racontant des histoires à la fillette. « Vous savez ce que j'ai découvert cette semaine ?» continua François. « J'ai trouvé un ancien journal de mon père. Dans les derniers mois de sa vie, il a écrit sur ses regrets, sur la façon dont Simon l'avait manipulé peu à peu, transformant de petites concessions éthiques en un système corrompu. Et maintenant ? Maintenant, je veux reconstruire, pas seulement des immeubles, mais la confiance. Montrer qu'il est possible de faire des affaires immobilières sans détruire des vies. Et je veux commencer par l'endroit où tout a commencé à mal tourner. » Amélie but une gorgée de son thé, pensive. « Ce ne sera pas facile. Beaucoup de familles ont suivi d'autres chemins, construit de nouvelles vies. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Vous connaissez ces personnes, vous avez leur confiance. Nous pouvons transformer cet immeuble en un symbole de recommencement. » Et Simon? Le nom provoquait encore un frisson chez les deux. L'ancien cadre était en détention. Préventive, coopérant avec les enquêtes dans l'espoir de réduire sa peine éventuelle. Il devra répondre de ses crimes, tout comme je dois répondre de l'héritage que j'ai reçu, non pas en le fuyant, mais en le transformant en quelque chose de meilleur. À ce moment, le téléphone d'Amélie vibra. C'était un message du père Martin. La communauté se réunissait pour discuter de la proposition de François. « Ils veulent vous entendre, dit-elle. Un petit sourire se formant sur ses lèvres, personnellement. « Quand ?»« Ce soir, au squat. » François acquiesça, sentant le poids sur ses épaules un peu plus léger. C'était un début, non pas de rédemption, car certaines choses n'ont pas de prix, mais de transformation. Et parfois, c'était tout ce qu'on pouvait offrir. Le squat était différent ce soir-là. Là où il y avait auparavant de la peur et de la résignation, on voyait maintenant un climat d'attente. Des dizaines de familles se rassemblaient dans l'espace commun, certaines assises sur des chaises en plastique, d'autres debout adossées au mur, toutes attendant d'entendre ce que l'héritier de l'Empire Lazare avait à dire. François ne s'était jamais senti aussi déplacé de sa vie. Son costume italien et ses chaussures de marque semblaient une insulte au milieu de la simplicité du lieu. Mais les regards qu'il recevait n'étaient plus hostiles. Il y avait de la curiosité, de la prudence et, étonnamment, quelque chose proche de l'espoir. « Attention, tout le monde !» Madame Monique prit la parole, sa voix ferme résonnant dans l'entrepôt. « Vous connaissez tous notre histoire, vous connaissez notre lutte, et vous connaissez aussi les changements de ces dernières semaines. Aujourd'hui, Monsieur Lazare veut présenter une proposition à notre communauté. » François se leva, ses mains légèrement tremblantes. Il avait préparé un discours, mais en regardant ces visages, il réalisa que des paroles répétées ne serviraient à rien. « J'ai grandi, commença-t-il, en entendant que les affaires sont les affaires, que le progrès exige des sacrifices, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. » De jolies phrases pour justifier des actions terribles. Un murmure parcourut l'assemblée. « Mais vous
Vous m'avez appris quelque chose de différent. Vous m'avez appris qu'une communauté n'est pas faite seulement de briques et de ciment. Elle est faite d'histoire, de liens, de souvenirs partagés. Il fit une pause, cherchant le visage de Monsieur Jacques dans la foule. Votre épicerie, Monsieur Jacques, n'était pas seulement un commerce, c'était un lieu de rencontre, un endroit où les voisins devenaient des amis. Le jardin de Madame Marie au 3e étage n'était pas qu'un passe-temps. C'était un morceau de nature qui réjouissait tous ceux qui passaient. Certaines personnes acquiescèrent, des larmes silencieuses coulant sur des visages marqués par le temps et les soucis. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici pour offrir simplement de l'argent ou des appartements. Je viens proposer un partenariat. Je veux rendre l'immeuble de Belleville à ses véritables propriétaires, mais pas comme avant. Je veux que nous construisions ensemble quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse être un exemple pour toute la ville. Il déroula un grand plan architectural qu'Hélène l'aida à fixer au mur. Voici le projet initial. Mais ce n'est qu'une ébauche. Chaque détail sera décidé conjointement avec la communauté. Des appartements plus grands pour les familles nombreuses, des espaces communs pour les activités culturelles, une crèche, un potager communautaire sur le toit. Et combien ça va coûter ? Demanda quelqu'un du fond. Pour vous, rien de plus que ce que vous avez déjà payé en souffrance. L'entreprise prendra en charge tous les coûts de rénovation et d'adaptation. Ensuite, nous créerons une coopérative d'habitation. Vous serez les propriétaires, les administrateurs et les bénéficiaires. Le brouhaha augmenta. Les gens se consultaient en chuchotant, certains secouant la tête avec incrédulité, d'autres commençant déjà à rêver des possibilités. Il y a autre chose, poursuivit François. Je veux créer un conseil communautaire permanent au sein de l'entreprise. Un groupe qui aura un réel pouvoir de décision sur les futurs projets, garantissant que jamais plus le profit ne primera sur les droits humains. Amélie, qui était assise près de Madame Monique, se leva. Et qui garantit que ce n'est pas juste une stratégie de marketing, une façon de nettoyer le nom des Lazare? Rien ne le garantit, répondit honnêtement François. Sauf ceci. Il sortit de sa poche une enveloppe et la remit à Madame Monique. Ce sont les documents transférant 30% des actions de l'entreprise à une fondation qui sera gérée par la communauté. Vous ne serez pas seulement des résidents ou des consultants, vous serez de véritables associés dans l'affaire. Le choc était palpable. Même Hélène, qui avait aidé à préparer les documents, semblait surprise par l'étendue de l'engagement. « Pourquoi » cria quelqu'un. « Pourquoi faire tout cela ?» François regarda le plafond de l'entrepôt, où une fuite obstinée marquait le rythme de la nuit. « Parce que j'ai appris qu'il existe une différence entre hériter de quelque chose et mériter quelque chose. La fortune que je possède a été construite sur votre souffrance. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer de construire un avenir différent. Un avenir où le progrès ne signifie pas l'exclusion, où le développement n'exige pas la destruction. » Monsieur Jacques se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « J'ai connu votre père, jeune homme. Je l'ai connu quand il était encore un constructeur débutant, avant que Simon n'entre en jeu. Il avait des rêves semblables aux vôtres. »« Je sais, » répondit doucement François, et à un moment donné, il a perdu son chemin. Il a laissé le pouvoir et la cupidité déformer ses rêves. Je ne veux pas commettre la même erreur. »« Et comment pouvons-nous vous faire confiance ?» demanda une voix féminine. « Vous ne le pouvez pas encore, » intervint Amélie, surprenant tout le monde. « Mais j'ai appris quelque chose ces dernières semaines. J'ai appris que le vrai changement commence quand des personnes improbables décident de se faire confiance. Quand victimes et bourreaux reconnaissent leur rôle et décident de réécrire l'histoire. » Elle marcha jusqu'à François, lui tendant la main. « Je veux faire partie de ce conseil. Je veux garantir que ce changement soit réel et permanent. » Un par un, d'autres résidents commencèrent à se manifester. Madame Monique offrant son expérience en gestion communautaire, Monsieur Jacques proposant de recréer son épicerie comme un marché coopératif, des jeunes suggérant des projets culturels pour les espaces communs. Et ainsi, en cette nuit improbable, dans un entrepôt qui abritait des rêves brisés, commençait à naître quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement un projet d'habitation ou une action de responsabilité sociale. C'était une révolution, silencieuse, dans la façon de faire des affaires immobilières. Une preuve que le véritable progrès n'est possible que lorsqu'il est construit sur des fondations de justice et de dignité. Le jour de la sortie de Sophie arriva avec un soleil timide perçant les nuages de Paris. La fillette, maintenant rétablie,
et pleine d'énergie, sautillait joyeusement tandis qu'Amélie préparait la petite valise avec les affaires accumulées pendant l'hospitalisation. « Maman, on va vraiment avoir une nouvelle maison ?» demanda Sophie pour la 10e fois ce matin-là, serrant contre sa poitrine le livre de la petite sirène, déjà usé par tant de lectures. « Oui. »« Mon amour, » répondit Amélie, ajustant le manteau de sa fille. « Mais d'abord nous allons rester un peu à l'hôtel, pendant qu'il prépare notre appartement. » La mention de l'hôtel fit réfléchir Amélie à la façon dont sa vie avait changé ces dernières semaines. Après l'assemblée au squat, François avait insisté pour que toutes les familles soient temporairement logées dans des hôtels proches de l'ancien immeuble, pendant que les rénovations étaient réalisées. « Excusez-moi » une voix douce interrompit ses pensées. C'était Claire, l'infirmière, qui s'était occupée de Sophie pendant toute son hospitalisation. « Je suis venu dire au revoir à notre petite princesse. » Sophie courut pour embrasser Claire qui s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette. « Tu viendras me voir dans la nouvelle maison ?» demanda la petite avec espoir. « Bien sûr, d'autant plus que je vais travailler au centre de santé qu'ils vont construire dans l'immeuble. » Amélie haussa les sourcils, surprise. « Comment ça ? Ah, Monsieur Lazare ne vous a pas dit. Il met en place une équipe de santé communautaire. Il m'a invité à coordonner le projet. » Avant qu'Amélie puisse répondre, François apparut à la porte de la chambre, portant un bouquet coloré de fleurs. « J'ai pensé apporter quelque chose pour célébrer ce grand jour, » sourit-il, remettant le bouquet à Sophie, qui commença immédiatement à compter les différentes couleurs des fleurs. « Un centre de santé ?» y questionna Amélie, le regardant. « En fait, une clinique communautaire complète, » expliqua-t-il, s'asseyant dans le fauteuil de la chambre. « J'ai réalisé qu'il ne sert à rien de simplement donner un logement si nous ne garantissons pas l'accès aux services de base. Claire a de l'expérience en santé familiale et connaît les besoins de la communauté. « Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. »« Si, j'en ai besoin, » répondit-il doucement. « Non par culpabilité ou obligation, mais parce que c'est juste. Parce que chaque jour qui passe, je comprends mieux ce que signifie la véritable responsabilité sociale. » À ce moment, Hélène apparut précipitamment dans la chambre. « Monsieur Lazare, appel urgent du parquet. C'est à propos de la déposition de Simon. » Le visage de François se durcit légèrement. Ces dernières semaines, son ancien associé avait commencé à collaborer avec les enquêtes, révélant un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de Lazare Développement. « Un problème ?» demanda Amélie, remarquant son expression. « Pas exactement. Simon est en train de fournir des documents qui prouvent l'implication d'autres promoteurs immobiliers dans des systèmes similaires. Le parquet veut notre aide pour analyser les données. »« Notre ? Oui, sourit-il, le conseil communautaire que vous aidez à former. Qui de mieux pour identifier les schémas d'abus que les personnes qui en ont été victimes ?» Sophie, qui avait fini de compter les fleurs, tira sur la manche de la veste de François. « Monsieur Couverture, vous mangerez avec nous aujourd'hui. Maman a dit qu'on va manger des pâtes. » La demande innocente de la fillette amena des sourires sur les visages des adultes. C'était incroyable comme les enfants avaient le don de simplifier les choses, de voir au-delà des complications du monde adulte. « J'adorerais, princesse, mais je dois d'abord régler quelques affaires au bureau. Que dirais-tu de demain ? » « Promis ? Promis, » répondit-il, faisant un X imaginaire sur son cœur, arrachant des rires à la petite. En observant l'interaction, Amélie sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Ce n'était plus cette colère qui l'avait consumée pendant si longtemps, ni la méfiance qui lui avait fait résister à l'aide initiale. C'était quelque chose de plus doux, plus plein d'espoir. « La voiture attend en bas, » informa Hélène, et Madame Monique est déjà à l'hôtel organisant un déjeuner de bienvenue avec d'autres familles. Pendant qu'il préparait les dernières choses pour partir, Claire aida Sophie à faire un dessin d'adieu pour l'équipe de l'hôpital. La fillette s'appliqua sur un arc-en-ciel géant, sous lequel elle dessina plusieurs personnes se tenant par la main. « C'est notre nouvelle famille, » expliqua-t-elle fièrement. « Il y a maman, moi, Madame Monique, Monsieur Couverture, Claire. »« Nouvelle famille ?» demanda doucement François, observant le dessin. « Oui, » répondit Sophie avec la simplicité profonde des enfants. « Maman dit que la famille, c'est ceux qui prennent soin de nous. Et maintenant, il y a plein de gens qui prennent soin de nous. » Amélie sentit des larmes se former dans ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Des larmes de quelqu'un qui commence à croire que, parfois, des plus grandes injustices peuvent naître les plus belles transformations.
Le chantier de l'ancien immeuble de Belleville fourmillait d'activités en ce samedi matin. Ce n'était pas un chantier ordinaire. Au lieu des traditionnelles équipes de maçons et d'ingénieurs, il y avait un mélange unique de professionnels et d'habitants, tous participant activement aux décisions et au travail. Le projet du potager communautaire sera ici, expliquait M. Jacques, pointant sur le plan architectural étalé sur une table improvisée. Le soleil du matin est parfait pour les légumes. À ses côtés, une jeune architecte engagée par François prenait des notes, adaptant le projet technique aux suggestions de la communauté. C'était une nouvelle façon de travailler, où la connaissance formelle se mêlait à la sagesse pratique des habitants. Et ici, Madame Monique indiqua un autre point du plan. Nous voulons créer un espace polyvalent. Ce peut être une bibliothèque pendant la journée, une salle d'études pour les enfants l'après-midi et un centre culturel les week-ends. François observait l'activité avec un mélange de fierté et d'humilité. Vêtu d'un jean et d'une chemise simple, il avait abandonné sa tenue exécutive habituelle pour se mêler au travail manuel. Ses mains, autrefois habituées seulement à signer des documents, présentaient maintenant des callosités de celui qui porte des briques et aide au nettoyage. « Monsieur Lazare », appela Robert, l'employé du service juridique, qui avait finalement réussi à échapper aux pressions de Simon. « Les documents de la coopérative d'habitation sont prêts pour révision. »« Parfait. Nous en discuterons lors de l'assemblée de cet après-midi. Je veux que tous comprennent chaque détail avant de signer. » Un groupe d'enfants passa en courant, parmi eux Sophie, tous portant de petits casques de chantier colorés. Une idée d'Hélène pour faire sentir aux enfants qu'ils faisaient partie du processus de reconstruction. « Maman, maman !» cria Sophie, courant jusqu'à Amélie qui arrivait avec des bouteilles d'eau pour les travailleurs. « On a trouvé un chaton sur le terrain. On peut le garder dans notre appartement ?»« Nous verrons cela plus tard, mon amour, » sourit Amélie, distribuant les bouteilles. « Maintenant, va jouer avec tes amis, mais attention aux matériaux de construction. » Tandis que la fillette s'éloignait, Amélie s'approcha de François qui étudiait encore quelques plans avec l'architecte. « Les gens du squat demandent à propos du prochain projet, » commenta-t-elle. « Il semble que la nouvelle de ce que nous faisons ici se répand. »« Tu veux dire de ce que vous faites ?» corrigea-t-il gentiment. « Je ne fais que fournir les ressources. C'est vous qui créez quelque chose de vraiment révolutionnaire ici. » « Quand même, insista-t-elle, d'autres communautés veulent savoir si elles peuvent compter sur un soutien similaire. » François passa la main dans ses cheveux, maintenant décoiffés par la poussière du chantier. « Qu'en penses-tu, en tant que représentante du conseil communautaire ? Je pense que nous devons nous assurer que ce projet fonctionne avant de l'étendre. Mais je pense aussi que nous ne pouvons pas ignorer d'autres personnes qui ont besoin d'aide. » À ce moment, Hélène s'approcha avec sa tablette. « Excusez l'interruption, mais le jugement préliminaire de Simon vient de tomber. Il a conclu un accord avec la justice. »« Et ?» demanda François, tendu. « Il va collaborer à toutes les enquêtes en échange d'une réduction de peine. Mais le plus important, il a accepté de donner une partie significative de son patrimoine à un fonds de développement social. Plus d'argent ne résout pas tout, » commenta Amélie, observant les enfants jouer entre les matériaux de construction. « Non, » acquiesça François, mais avec la bonne gestion, cela peut aider à créer plus de projets comme celui-ci. L'important est de maintenir le modèle, participation communautaire, transparence totale, véritable développement social. Une agitation proche attira leur attention. Le père Martin était arrivé avec une surprise. Il avait apporté son ancienne boulangerie sur le chantier, montant une tente où il servait café et pain frais aux travailleurs. « Cela me rappelle, » sourit Amélie. « Je ne vous ai pas encore remercié pour le petit déjeuner de ce jour-là à l'épicerie. Et je ne vous ai pas encore remercié de m'avoir enseigné la véritable différence entre charité et justice, » répondit-il. Le son des rires et des conversations remplissait l'air, se mêlant au bruit des travaux. C'était une symphonie différente de la mélodie habituelle de la construction. Ce n'était pas seulement le son du progrès matériel, mais le bruit de la reconstruction de vie, de dignité, d'espoir. « Maman !» Sophie revint en courant, portant maintenant soigneusement un petit chat gris. « Monsieur Couverture a dit qu'on peut faire un espace pour les animaux dans l'immeuble aussi, comme un refuge. »« Vraiment, Amélie ?» Caussa un sourcil vers François. « Eh bien, haussa-t-il les épaules en souriant, puisque nous reconstruisons des rêves, pourquoi ne pas inclure aussi ceux à quatre pattes ?» Le chaton miaula comme pour approuver l'idée, arrachant des rires à tous.
C'était un détail de plus dans le grand projet de transformation que ce lieu représentait, un symbole de comment, quand des personnes improbables s'unissent pour une cause plus grande, même les rêves les plus impossibles peuvent devenir réalité. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début des travaux et l'ancien immeuble de Belleville était presque méconnaissable. Les murs gris avaient cédé la place à des couleurs vibrantes, choisies par les habitants eux-mêmes. Sur la terrasse, le potager communautaire commençait déjà à donner ses premiers fruits, soigneusement cultivés par M. Jacques et un groupe de jeunes apprentis en agriculture urbaine. Cet après-midi-là, une réunion importante avait lieu dans l'espace polyvalent du rez-de-chaussée. Des représentants d'autres communautés de la ville avaient été invités à connaître le projet. Amélie, maintenant coordinatrice du conseil communautaire, conduisait la présentation. « La différence n'est pas seulement le logement », expliquait-elle, sa voix portant la confiance de quelqu'un qui connaissait profondément le sujet. C'est tout le concept de développement social intégré. La clinique communautaire dessert déjà plus de 200 familles de la région. Le centre culturel offre des ateliers gratuits. La coopérative de travail génère des revenus pour des dizaines d'habitants. Parmi les visiteurs, une dame, âgée, leva la main. « Et comment avez-vous convaincu une grande entreprise de faire tout cela ?»« Ce n'était pas une question de convaincre, » répondit François, entrant discrètement dans la salle. C'était une question de comprendre que le véritable progrès n'est possible que lorsque tout le monde grandit ensemble. Il venait de revenir d'une audience au parquet où plus de révélations sur le système de Simon avaient émergé. D'autres promoteurs immobiliers étaient sous enquête et le modèle de développement social de Belleville était étudié comme condition possible pour des accords de réparation. « Monsieur Couverture !» La voix joyeuse de Sophie brisa la formalité de la réunion. La fillette courut pour l'embrasser, suivie par son inséparable chaton gris, maintenant officiellement baptisé Espoir. « Salut, princesse !» sourit-il, la prenant dans ses bras. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» La maîtresse Claire a enseigné sur les plantes médicinales. On va faire un carré juste pour les herbes dans le potager. Claire, l'ancienne infirmière de l'hôpital, était devenue non seulement coordinatrice de la clinique communautaire, mais aussi enseignante volontaire dans le projet éducatif de l'immeuble. Son expérience en santé se mêlait parfaitement à la proposition d'éducation intégrale. « Mesdames, messieurs, » Amélie reprit la parole, « comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement un projet d'habitation, c'est une nouvelle façon de penser la ville, de construire des communautés. Et les coûts ?» questionna un homme d'affaires du secteur immobilier. « Comment garantir la viabilité financière ?» « Permettez-moi de répondre à cela, » intervint Hélène, projetant quelques graphiques à l'écran. Ces 3 derniers, Moi, Lazare Développement, a connu une réduction de 30% des coûts liés aux procédures judiciaires. Notre image sur le marché s'est considérablement améliorée, attirant de nouveaux investisseurs intéressés par des projets socialement responsables. De plus, compléta François, nous avons découvert que quand vous traitez les gens avec dignité, ils vous le rendent avec engagement et dévouement. Le défaut de paiement dans les projets coopératifs est pratiquement nul. Un murmure. Positif parcourut la salle. Parmi les visiteurs, il y avait des leaders communautaires et des hommes d'affaires du secteur immobilier, tous intéressés à comprendre comment reproduire ce modèle. Mais le plus important, continua Amélie, c'est que nous prouvons qu'il est possible de faire différemment. Que le développement économique et la justice sociale ne sont pas des concepts opposés. À ce moment, le père Martin entra en portant un plateau avec du café et ses fameux pains. Son épicerie, maintenant transformée en coopérative de consommation, était devenue un modèle d'entreprise sociale. Le secret, commenta-t-il en servant les visiteurs, c'est de comprendre que chacun a quelque chose à apporter. Les jeunes apportent énergie et idées nouvelles, les aînés apportent expérience et sagesse, les enfants nous rappellent pourquoi il vaut la peine de rêver. À l'extérieur de la salle, on pouvait entendre des rires et de la musique. Un groupe d'adolescents répétait pour la première présentation du groupe culturel de l'immeuble, mélangeant rythme traditionnel et beat moderne. Et quant à l'avenir, demanda quelqu'un, comment garantir la continuité du projet? François et Amélie échangèrent un regard complice avant qu'ils ne répondent. L'avenir est déjà en marche. La fondation qui gère une partie des actions de l'entreprise forme des leaders communautaires.
nous créons un programme de bourse d'études pour les jeunes de la communauté. Et plus important, nous documentons chaque étape, chaque apprentissage pour que d'autres puissent suivre le même chemin. D'autres suivent déjà, ajouta Madame Monique, entrant dans la salle avec un journal à la main. C'est sorti aujourd'hui. 3 autres promoteurs immobiliers ont annoncé des programmes similaires de développement communautaire. La nouvelle fut accueillie par des applaudissements. C'était la confirmation que les graines plantées à Belleville commençaient à germer dans d'autres coins de la ville. Sophie, qui jouait tranquillement dans un coin avec espoir, se leva soudainement et alla au centre de la salle. « Vous savez qu'avant on n'avait pas de maison », dit-elle aux visiteurs, sa voix enfantine portant une sagesse surprenante. « Maintenant, on a une grande maison, avec plein d'amis, et tout le monde s'entraide. » Sa déclaration innocente provoqua des sourires émus. C'était après tout la synthèse la plus pure de ce que ce projet représentait, la transformation de vie à travers l'union, le respect et l'espoir. La nuit tombait doucement sur Paris quand la réunion se termina enfin. Les visiteurs se séparaient impressionnés, emportant non seulement des dépliants et des rapports, mais surtout une nouvelle perspective sur le développement urbain et la responsabilité sociale. Dans le jardin communautaire du rez-de-chaussée, Amélie trouva François assis sur l'un des bancs, observant Sophie qui jouait avec d'autres enfants entre les parterres fleuris. « Fatigué ?» demanda-t-elle, s'asseyant à ses côtés. « Un peu, » admit-il, « mais c'est une bonne fatigue. Différente de celle que je ressentais quand je travaillais uniquement pour les chiffres et les profits. » Une brise légère balançait les fleurs fraîchement plantées, apportant un doux parfum à l'air du soir. Dans l'aire de jeu proche, construite avec des matériaux recyclés par un groupe d'artisans de la communauté, les enfants inventaient des histoires fantastiques. « Vous savez, » commença Amélie, sa voix douce, « quand vous êtes apparu dans cette épicerie, j'ai cru que vous n'étiez qu'un riche de plus essayant de nettoyer sa conscience avec de la charité. Mais vous n'aviez pas complètement tort, sourit-il. Je n'imaginais simplement pas que cet acte changerait complètement ma vie. Notre vie, corrigea-t-elle, la vie de nous tous. De l'autre côté du jardin, Hélène organisait avec quelques habitants les détails pour le festival culturel du week-end. L'événement serait une célébration du premier trimestre du projet, avec des présentations artistiques, une foire artisanale et beaucoup de nourriture préparée dans la cuisine. Communautaire. « Maman !» Sophie courut vers eux, ses joues rosies par le jeu. « Regarde ce que Rose m'a appris à faire. » La fillette montra fièrement un petit arrangement de fleurs sauvages, soigneusement attaché avec un ruban coloré. « C'est magnifique, mon amour !» s'exclama Amélie. « Où as-tu appris à faire ça ?» La grand-mère de Rose m'a appris. Elle a dit que quand elle était petite, elle en faisait pour vendre au marché. Maintenant, elle va enseigner à tous les enfants et on aura notre propre stand au festival. François observait l'interaction avec un sourire aux lèvres. C'était incroyable, comme les générations se connectaient naturellement ici, transmettant des connaissances et des traditions qui auraient pu se perdre dans le tourbillon du progrès effréné. « Regardez qui arrive !» annonça le père Martin, s'approchant avec une figure familière. Claire, revenant d'une journée de travail à la clinique communautaire. « Comment s'est passée la consultation aujourd'hui ?» demanda Amélie. « Incroyable !» répondit Claire. « S'asseyant avec eux, nous développons un programme de médecine préventive avec les personnes âgées. Et savez-vous qui nous aide? Madame Marie, avec ses connaissances des herbes médicinales. La même Madame Marie qui a failli tout perdre lors de l'expulsion, demanda François, se souvenant des récits. Exactement. Maintenant, non seulement qu'elle a récupéré son jardin, mais elle aide à créer un projet qui peut bénéficier à toute la communauté. Le son de la musique commença à jouer doucement. Le groupe de jeunes avait commencé sa répétition au centre culturel. La mélodie, un mélange de rythmes traditionnels avec des arrangements contemporains, semblait parfaitement accompagner ce moment. « Monsieur Couverture », appela Sophie, tirant sur la manche de François, « raconte encore cette histoire de la princesse qui a perdu son château mais a gagné tout un royaume d'amis. »« Ah, cette histoire », sourit-il, échangeant un regard significatif avec Amélie. « Tu sais, petite, cette histoire est encore en train de s'écrire. Chaque jour un nouveau chapitre, avec chaque personne qui fait partie de cette communauté. Et elle a une fin heureuse ?» demanda la fillette, ses yeux brillants de curiosité. « Elle a bien plus que cela, répondit Amélie, embrassant sa fille.
Elle a un heureux recommencement. Et c'est encore plus important. Le ciel de Paris, normalement si gris, présentait maintenant un spectacle rare d'étoiles. C'était comme si même la nature célébrait les transformations qui se produisaient dans ce coin de la ville. Demain commence la rénovation du prochain immeuble, commenta François avec désinvolture. Le conseil a déjà approuvé le projet? Nous l'avons approuvé ce matin, confirma Amélie, avec quelques modifications suggérées par les futurs résidents. Ils veulent inclure un espace pour une école de musique. De la musique? Il haussa les sourcils, surpris. Oui, apparemment il y a plusieurs musiciens parmi les familles. L'un d'eux donnait même des cours au conservatoire avant de tout perdre. Et maintenant il va récupérer non seulement sa maison, mais sa vocation, compléta Claire. Sophie, qui était retournée jouer un peu plus avant le dîner, revint avec espoir dans les bras et une expression pensive. « Maman, on est riche. » Maintenant, la question innocente prit tout le monde par surprise. Amélie réfléchit un moment avant de répondre « Nous sommes riches d'une manière différente, mon amour. Riches en amitié, en espoir, en rêves réalisés. Et en chatons, compléta la fillette, faisant rire tout le monde. La nuit avançait, doucement, et peu à peu les familles commençaient à se retirer dans leurs appartements. Mais quelque chose restait dans l'air. Une certitude silencieuse que là, dans ce coin transformé de la ville, une nouvelle façon de vivre et de coexister était en train de naître. Une façon qui prouvait que, lorsque les personnes s'unissent, pour un but plus grand qu'elles-mêmes, même les rêves les plus impossibles peuvent devenir réalité. L'auditorium de l'école d'architecture et d'urbanisme était comble ce matin-là. Étudiants, professeurs et professionnels du secteur immobilier se pressaient pour assister à la conférence sur ce que les médias avaient surnommé la révolution de Belleville. Sur scène, côte à côte, François et Amélie se préparaient à partager leur expérience. « Je n'aurais jamais imaginé être ici », chuchota Amélie, ajustant le microphone. Elle était élégante dans un ensemble professionnel, très différente, de la femme désespérée qui était entrée dans le bureau de François des mois auparavant. « Vous méritez d'y être », répondit-il. « Vous êtes la personne la plus indiquée pour parler de transformation sociale. » La présentation commença avec des images de l'ancien immeuble, contrastant avec des photos actuelles du complexe résidentiel qu'il était devenu. Mais ce n'étaient pas seulement les changements physiques qui impressionnaient, c'étaient les histoires de vie qui s'entremêlaient avec chaque brique rénovée. Le projet de Belleville ne concerne pas seulement le logement, expliquait Amélie à l'audience attentive. Il s'agit de dignité, d'appartenance, de redonner vie à des rêves qui semblaient perdus. Une vidéo commença à être diffusée sur l'écran. Divers résidents y partagèrent leurs histoires. Monsieur Jacques, parlant de comment sa nouvelle, épicerie coopérative, était devenue un modèle d'entreprise sociale. Madame Monique montrant le travail du centre culturel. Claire expliquant l'impact de la clinique communautaire sur la santé de la population locale. Mais le plus important, François prit la parole, a été de comprendre que le développement urbain sans justice sociale n'est que de la spéculation immobilière déguisée. Au premier rang, Hélène souriait fièrement. À ses côtés, Sophie dessinait concentrée dans son cahier, levant occasionnellement les yeux pour voir sa mère sur scène. Le chaton Espoir dormait tranquillement dans son sac spécial, puisque la fillette avait insisté pour l'amener à ce moment important. Actuellement, continua Amélie, le projet s'est déjà étendu à 3 autres complexes résidentiels, chacun avec ses particularités, respectant les besoins et les rêves de chaque communauté. Au fond de l'auditorium, quelques cadres d'autres promoteurs immobiliers prenaient furieusement des notes. Le modèle de Belleville était devenu un cas d'étude en responsabilité sociale d'entreprise, prouvant qu'il était possible d'allier profit au développement humain. Quand nous avons commencé, expliqua François, beaucoup disaient que c'était utopique, qu'il était impossible de faire des projets immobiliers en pensant d'abord aux personnes et ensuite au profit. Aujourd'hui, nos chiffres prouvent le contraire. Les tableaux projetés montrèrent des données impressionnantes. Réduction des coûts liés aux procédures judiciaires, augmentation de la satisfaction des résidents, valorisation durable des immeubles, renforcement de l'économie locale. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire, sourit Amélie, faisant signe à Sophie de monter sur scène. Le vrai succès est dans les sourires des enfants qui ont maintenant un foyer sûr, dans la dignité retrouvée des personnes âgées qui ont retrouvé une voix.
dans l'espoir renaissant dans chaque famille. Sophie, maintenant aux côtés de sa mère, montra son dessin à l'audience. Un grand immeuble coloré, avec des personnes souriantes aux fenêtres et un énorme arc-en-ciel dans le ciel. « C'est notre maison », expliqua la fillette au microphone, sa voix douce résonnant dans l'auditorium, où tout le monde prend soin de tout le monde. La simplicité de ces mots arracha des sourires émus à l'audience. Là était l'essence de tout le projet, expliqué par l'innocence d'une enfant. Une jeune étudiante leva la main pendant la séance de questions. Comment avez-vous réussi à surmonter la méfiance initiale entre entrepreneurs et communauté? François et Amélie échangèrent un regard significatif avant qu'elle ne réponde. Avec une transparence absolue, chaque décision, chaque centime investi, tout est discuté et décidé ensemble. Ce n'est pas de la charité, c'est un partenariat. Et de l'amour, ajouta spontanément Sophie au microphone faisant rire l'audience. Monsieur Couverture dit toujours que sans amour, rien ne fonctionne. François rougit légèrement, mais acquiesça. La sagesse vient de la bouche des enfants. Oui, sans amour pour son prochain, pour la ville, pour la justice, rien de tout cela ne serait possible. À la fin de la conférence, une file se forma de personnes voulant en savoir plus sur le projet. Des représentants d'autres villes, des entrepreneurs intéressés à reproduire le modèle, des étudiants rêvant de faire partie de cette transformation. « Vous voyez ?» commenta Hélène, s'approchant avec espoir dans les bras. « Vous avez planté une graine qui se répand. »« Non », corrigea doucement Amélie. « Nous avons planté, nous tous. Chaque résident, chaque soutien, chaque personne qui a cru qu'il était possible de faire différemment. » Tandis qu'ils rangeaient leurs affaires pour partir, Sophie tira François par la main. « Monsieur Couverture, vous allez aussi donner des cours? Comme maman ?» Il rit, la prenant dans ses bras. « Non, princesse, nous partageons simplement notre histoire pour que d'autres personnes puissent écrire la leur. Avec une fin heureuse aussi, avec d'heureux recommencements, corrigea-t-il, utilisant les mots qu'il avait appris d'Amélie. Ce qui est bien mieux que n'importe quelle fin. » Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres de l'auditorium, créant un effet doré qui semblait bénir ce moment. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, mais ici, une nouvelle façon de penser et de construire des communautés était semée, une histoire à la fois. En fin d'après-midi, après la conférence, une petite célébration fut organisée dans le jardin communautaire du complexe de Belleville. Ce n'était pas une fête grandiose, mais elle avait la chaleur et l'intimité que seules les vraies communautés peuvent créer. Le père Martin avait préparé ses fameux pains et gâteaux, tandis que Madame Monique coordonnait une équipe de résidents pour l'organisation de l'espace. Les enfants couraient entre les parterres fleuris, leur rire se mêlant à la musique douce qui venait du centre culturel, où le groupe de jeunes répétait pour sa première présentation officielle. « C'est incroyable comme tout a changé », commenta Hélène, assise sur l'un des bancs du jardin à côté de Claire. Pas seulement l'espace physique, mais les gens. Claire acquiesça, observant un groupe de personnes âgées qui enseignaient des jeux traditionnels aux enfants. La clinique ne reçoit presque plus de cas de dépression ou d'anxiété. C'est comme si retrouver sa dignité était le meilleur des remèdes. Près du potager communautaire, M. Jacques expliquait à quelques visiteurs le système de compostage qu'ils avaient mis en place. Le projet, commencé comme un simple potager, s'était transformé en un modèle de durabilité urbaine. Et dire que tout a commencé avec une couverture par une nuit froide, réfléchit Amélie, s'approchant avec un plateau de mets. Non, corrigea doucement François, l'aidant avec le plateau. Ça a commencé avec votre courage d'affronter un système injuste. La couverture n'était que le prétexte que le destin a trouvé pour nous unir. Sophie, qui jouait avec d'autres enfants, et une dizaine de chats, puisque le refuge pour animaux était devenu réalité, vint en courant vers eux. « Maman, je peux montrer ma nouvelle chambre à mes amis. »« Bien sûr, mon amour, » sourit Amélie, « mais ne faites pas de désordre, d'accord ?» Tandis que les enfants montaient joyeusement vers l'appartement, un groupe de journalistes s'approcha. L'histoire de Belleville avait attiré l'attention de la presse internationale, intéressée à comprendre comment un projet résidentiel s'était transformé en un mouvement de transformation sociale. « Monsieur Lazare, » commença une journaliste, « il y a des rumeurs selon lesquelles d'autres villes seraient intéressées à reproduire ce modèle. Comment envisagez-vous d'étendre le projet ?» Avant que François puisse répondre, Amélie prit la parole. « L'expansion se fait déjà naturellement.
non pas à travers une entreprise ou un projet spécifique, mais à travers une idée, celle que le développement urbain doit être fait avec les gens, pas malgré eux. Et les coûts, questionna un autre journaliste. Comment garantir la viabilité financière à grande échelle? Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, intervint Hélène, toujours préparée avec des données précises. Le retour sur investissement n'est pas seulement financier, il est social, il est humain. Et étonnamment, quand vous investissez dans les personnes, elles vous le rendent avec engagement et responsabilité. La conversation fut interrompue par des sons de musique et d'applaudissements venant du centre culturel. Le groupe de jeunes avait commencé sa présentation surprise, une chanson composée spécialement pour raconter l'histoire de la communauté. Des cendres du désespoir, nous avons bâti notre foyer. Ce n'est pas juste un nouvel immeuble, c'est un rêve à réaliser. Chaque brique raconte une histoire de douleur, mais ensemble nous avons tout transformé en amour. Les paroles simples mais profondes émurent tout le monde. François sentit ses yeux s'embuer en voyant Sophie, qui était revenue avec ses amis, danser et chanter, sa joie pure et authentique, représentant tout ce que ce projet signifiait. « Vous savez, commenta-t-il doucement à Amélie, « parfois, je me demande si mon père serait fier de ce que nous avons fait de son entreprise. »« J'en suis certaine, » répondit-elle, posant sa main sur son épaule. « Vous n'avez pas détruit son héritage. Vous l'avez transformé en quelque chose de plus grand, de plus significatif. » Dans le ciel, le soleil commençait à se coucher, peignant l'horizon de Paris de teintes roses et dorées. Les lumières du jardin communautaire s'allumèrent automatiquement, un système d'énergie solaire installé dans le cadre du projet de durabilité. « Monsieur Couverture » appela Sophie, courant vers eux avec espoir sur ses talons. « Racontez à tout le monde cette histoire encore une fois, celle de la princesse qui a tout perdu mais a gagné toute une famille. » Les journalistes, intrigués, s'approchèrent pour écouter. François prit Sophie dans ses bras, échangea un regard complice avec Amélie et commença « Il était une fois une princesse très courageuse et sa mère guerrière qui m'ont appris que la vraie richesse n'est pas dans les immeubles ou les comptes bancaires, mais dans les liens que nous tissons les uns avec les autres. » Tandis qu'ils racontaient l'histoire, leur histoire, la musique des jeunes continuait doucement en fond, les chats se promenaient paresseusement entre les parterres et l'arôme des pains du père Martin emplissait l'air du soir. Là, dans ce coin transformé de la ville, il n'y avait plus nous et eux. Il y avait simplement une communauté prouvant que lorsque l'amour et la justice remplacent l'avidité et les préjugés, même l'impossible peut devenir réalité. La nuit avançait, mais personne ne semblait disposé à partir. Après tout, ce n'était pas juste une fête de plus. C'était la célébration d'un rêve devenu réalité. Un rêve qui avait commencé avec une couverture par une nuit froide et s'était transformé en un mouvement capable de changer, non seulement un quartier, mais la façon dont une ville entière pensait au logement, à la communauté et à la dignité humaine. 1 an s'était écoulé depuis cette nuit froide à l'épicerie du père Martin. Le complexe de Belleville n'était plus un projet isolé, mais l'épicentre d'une transformation qui se répandait dans la ville. En cette matinée spéciale, l'activité dans l'immeuble était encore plus intense que d'habitude. « Maman, je peux mettre ma nouvelle robe maintenant ?» demandait Sophie pour la 10e fois, sautillant joyeusement autour d'Amélie, qui organisait les derniers détails pour la cérémonie d'inauguration de la Fondation Nouveaux Horizons. « Dans un moment, mon amour, je dois d'abord finir de te réviser mon discours. » Le centre culturel avait été transformé pour l'événement. Des affiches colorées réalisées par les enfants décoraient les murs, racontant à travers dessins et collages l'histoire de la communauté. Sur un grand écran défilaient des photos de l'avant et l'après. Non seulement des espaces physiques, mais surtout des personnes. « Amélie ?» Claire frappa doucement à la porte de l'appartement. « Les premiers invités arrivent déjà. » Dans le hall de l'immeuble, Hélène coordonnait une équipe de jeunes de la communauté qui s'étaient apportés volontaires pour accueillir les visiteurs. Tous portaient des t-shirts avec le logo de la nouvelle fondation, un immeuble stylisé avec un arc-en-ciel en arrière-plan, inspiré du dessin que Sophie avait fait des mois auparavant. « Le père Martin vient d'arriver avec les rafraîchissements », informa Hélène quand Amélie descendit. « Et les représentants des autres communautés sont déjà dans l'auditorium. » La Fondation Nouveaux Horizons était la prochaine étape dans l'évolution du projet.
Plus qu'un fonds d'investissement social, ce serait un centre de formation et de soutien pour les communautés intéressées à reproduire le modèle de Belleville. Et Amélie, l'ancienne professeure qui s'était retrouvée sans abri, en serait la première directrice exécutive. Nerveuse, demanda doucement François, s'approchant d'elle. Un peu, admit-elle. C'est une énorme responsabilité. Pas plus grande que d'affronter un homme d'affaires arrogant dans son bureau, plaisanta-t-il, la faisant sourire. Avant qu'ils puissent poursuivre la conversation, ils furent interrompus par une agitation à l'entrée. Un groupe spécial de 10 visiteurs venait d'arriver. C'étaient les résidents du premier squat que François avait visité, maintenant installés dans leur propre complexe résidentiel à l'est de Paris. Madame Monique, cria joyeusement Sophie, courant pour embrasser la dame qui était devenue une sorte de grand-mère adoptive pour tous les enfants de la communauté. L'auditorium se remplit rapidement. Outre les résidents et partenaires du projet, il y avait des représentants des pouvoirs publics, des hommes d'affaires du secteur immobilier, des journalistes et, plus important encore, des leaders communautaires de diverses régions de la ville. « C'est l'heure », avertit doucement Hélène. Amélie monta sur scène, son cœur battant fort. Au premier rang, Sophie souriait radieusement dans sa nouvelle robe, tenant espoir dans ses bras. À ses côtés, François acquiesça avec encouragement. « Il y a un an, commença-t-elle, sa voix ferme malgré l'émotion. J'étais une mère désespérée, essayant d'acheter une couverture par une nuit froide. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme directrice d'une fondation, mais comme témoin vivant que la transformation sociale n'est pas une utopie, c'est un choix. » Les mots coulaient naturellement, tandis qu'elle partageait non seulement des données et des chiffres, mais des histoires réelles, celle de M. Jacques, qui avait transformé son épicerie en un réseau de coopératives de consommation. Celle de Claire, dont la clinique communautaire était devenue une référence en médecine préventive. Celle des jeunes du centre culturel, dont les présentations étaient maintenant demandées lors d'événements dans la ville. Mais l'histoire la plus importante, continua-t-elle, faisant signe à Sophie de monter sur scène, est celle que nous sommes encore en train d'écrire. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle communauté qui se joint à nous est un nouveau chapitre dans cette narration d'espoir. Sophie, maintenant à ses côtés, prit le microphone avec le naturel de quelqu'un qui est né pour raconter des histoires. « Vous savez qu'avant on pensait qu'on était pauvre », dit la fillette à l'audience attentive. « Mais après, Monsieur Couverture a appris que la vraie richesse, c'est d'avoir de l'amour, des amis et plein de chats. » La simplicité. De sa conclusion arracha des rires émus à l'audience. François, en particulier, dut dissimuler les larmes qui se formaient dans ses yeux. « La Fondation Nouveaux Horizons », reprit Amélie, naît avec un objectif plus grand que construire des immeubles. Nous naissons pour construire des ponts. Entre les pouvoirs publics et les communautés, entre les entreprises et les mouvements sociaux, entre le rêve et la réalité. Tandis qu'elle détaillait les projets futurs de la Fondation, des images étaient projetées sur l'écran, nouveaux complexes résidentiels en développement, centres de formation professionnelle, incubateurs d'entreprises sociales. Mais rien de tout cela n'aurait été possible, conclut-elle, sans le courage d'un homme qui a choisi de transformer sa culpabilité en action, son pouvoir en service, sa richesse en instrument de changement. Ses yeux rencontrèrent ceux de François dans l'audience. Un homme qui a commencé par me donner une couverture, mais a fini par m'apprendre que la vraie chaleur humaine vient de l'union, de la justice et de l'amour. Le soleil se levait sur Paris quand François arriva sur la terrasse du complexe de Belleville. C'était son endroit préféré pour réfléchir. Le jardin suspendu créé par la communauté offrait une vue unique de la ville qui, peu à peu, commençait à s'éveiller. Il s'assit sur l'un des bancs artisanaux, fabriqués par les résidents, eux-mêmes avec des matériaux recyclés, et respira profondément l'air du matin. L'arôme des herbes médicinales de Madame Marie se mêlait à l'odeur du pain frais qui montait de la boulangerie communautaire, c'est du Père Martin. « Je pensais bien te trouver ici », la voix d'Amélie le surprit. Elle apportait 2 tasses de café. « Je n'ai pas pu dormir après la cérémonie d'hier », admit-il, acceptant l'une des tasses. « Moi non plus. J'ai repassé mentalement tout le chemin qui nous a amenés jusqu'ici. » Un groupe d'oiseaux se posa sur l'abreuvoir installé entre les parterres, une autre des petites transformations qui avait fait de cet espace un véritable oasis urbain. « Tu sais, commença François,
observant la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Hier soir, après que tout le monde soit parti, j'ai trouvé quelque chose dans l'ancien bureau de mon père. Il sortit de sa poche une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, il y avait une lettre datée de quelques semaines avant le décès d'Auguste Lazare. « Tu veux que je la lise ?» demanda doucement Amélie, remarquant l'émotion dans ses yeux. Il acquiesça, lui remettant la lettre. « Mon fils », commença-t-elle à lire. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin trouvé ton véritable chemin. J'ai passé des années à construire un empire, convaincu que je te laissais un héritage. Mais à la fin, j'ai réalisé que j'avais construit une prison, non seulement pour les autres, mais pour ma propre conscience. » La voix d'Amélie trembla légèrement avant de continuer. « Simon m'a fait croire que progrès et humanité étaient des concepts opposés, que pour construire, il fallait parfois détruire. J'ai mis trop de temps à percevoir le poison de ses paroles. Quand j'ai enfin compris, il était trop tard pour moi, mais pas pour toi. » À ce moment, ils furent interrompus par des rires enfantins. Sophie et d'autres enfants étaient arrivés pour leur tâche matinale désormais traditionnelle d'arroser les plantes. Espoir, fidèle comme toujours, les suivait paresseusement. « Bonjour, monsieur Couverture !» Sophie courut pour l'embrasser. « Regarde, les fleurs qu'on a plantées commencent à pousser. » En effet, de petits bourgeons commençaient à apparaître dans les parterres que les enfants avaient préparés des semaines auparavant. C'était une métaphore parfaite pour tout ce qui se passait. « Continue à lire », demanda doucement François à Amélie, tandis que Sophie s'installait sur ses genoux. « Mon dernier souhait, fils, est que tu trouves un moyen de corriger mes erreurs. Non par culpabilité ou obligation, mais par choix. Que tu découvres que le véritable héritage ne se mesure pas en mètres carrés ou en chiffres bancaires, mais en vie transformée, en rêve réalisé. »« Papy était sage ?» demanda innocemment Sophie. « Il l'est devenu, » répondit François, l'embrassant. « Parfois, nous devons beaucoup nous tromper pour apprendre ce qui est vraiment important. » Le soleil était maintenant plus haut et la ville prenait vie. De la terrasse, ils pouvaient voir d'autres immeubles où des projets similaires commençaient à naître. La révolution silencieuse initiée à Belleville se répandait, un rêve réalisé à la fois. « La lettre se termine ainsi, » continua Amélie. « Quand tu découvriras le véritable sens de construire, non pas des immeubles, mais des espoirs, non pas des murs, mais des ponts, tu sauras que tu as trouvé ton chemin. Et alors, mon fils, l'empire que j'ai construit avec tant d'efforts aura enfin servi à un dessein plus grand que lui-même. » Le silence qui suivit fut rempli par les sons de la ville et les rires des enfants qui jouaient entre les parterres. C'était une symphonie de vie, de recommencement, d'espoir. Maman, appela Sophie, ses yeux brillants de cette sagesse unique des enfants. « Raconte encore cette histoire, celle de la princesse qui a perdu son château, mais a gagné toute une famille ?» Amélie et François échangèrent un regard complice avant qu'elle ne réponde. « Tu sais, mon amour, cette histoire n'a plus besoin d'être racontée. Elle est vécue, par nous, par notre communauté, par chaque personne qui apprend. Que la vraie valeur d'un rêve n'est pas dans ce que nous pouvons construire seuls, mais dans ce que nous pouvons réaliser ensemble. »